Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article un petit peu technique mais qu'on va essayer de vulgariser comme il faut. Alors, un article qui parle de la dopamine et des polymorphismes génétiques pouvant influer sur la dopamine. Alors en français, ça donne quoi? En français, ça donne que dans notre génétique, dans notre patrimoine génétique, eh bien, il y a des versions différentes possibles de plein de gènes différents. Et il existe plein de gènes différents qui sont importants dans la création de la dopamine, entre le moment où le précurseur de la dopamine est créé et puis le moment où elle est vraiment petit à petit transformée, puis devient vraiment de la dopamine. Et donc plein de gènes sont impliqués dans cet enchaînement, dans ce cheminement pour créer la dopamine, mais aussi dans des récepteurs à la dopamine, c'est-à-dire est-ce que tel ou tel récepteur est le plus efficace parmi toutes les versions possibles du gène qui permettent de créer ce récepteur, etc. Donc finalement, ce qu'on appelle ce polymorphisme génétique, en fait, nous ne sommes pas tous égaux face à ça, et nous avons tous des versions différentes de chacun des gènes impliqués dans la création, mais aussi l'utilisation de la dopamine. Et la dopamine, c'est important parce que c'est un neurotransmetteur, une petite molécule qui permet de communiquer dans le cerveau, qui est impliquée dans plein de fonctionnements du cerveau et aussi plein de troubles différents. C'est impliqué dans le circuit de la récompense, le fait de ressentir du plaisir. C'est impliqué dans certains troubles psychiatriques, la schizophrénie, le trouble bipolaire, le TDAH, aussi la dépression. C'est impliqué dans certaines pathologies neurologiques, la maladie de Parkinson par exemple. Et donc c'est un neurotransmetteur très important. Et finalement, nous, on a plein d'études disponibles, qui sont des études de génétique, et qui régulièrement montrent des associations entre tel polymorphisme, donc telle version de tel gène impliqué dans tel processus permettant de créer ou de recevoir la dopamine, et telle pathologie, tel symptôme ou tel fonctionnement cognitif. D'accord ? Et cet article qui est vraiment intéressant, il nous permet vraiment d'abord de faire un petit rappel sur comment ça fonctionne, comment c'est produit, etc. Quels sont les gènes impliqués à chacune des étapes, mais aussi est-ce que vraiment ces polymorphismes ont un impact réel? Est-ce qu'il ne s'agit pas que uniquement de liens statistiques, et comment ça fonctionne vraiment, quel est l'impact réel sur le fonctionnement dopaminergique de chacun de ces polymorphismes. Et donc cette étude fait une petite revue de la littérature de finalement l'ensemble de ce qui a été démontré dans les différents polymorphismes des différents gènes impliqués dans le fonctionnement dopaminergique du cerveau. Donc, c'est important de comprendre qu'au départ, il y a la tyrosine qui va être transformée en dopamine par différents processus, en dopa, pardon, puis en dopamine, et que cette dopamine, elle va être métabolisée de manière différente par différents gènes, soit pour créer de la dopa, soit du 3-MT, soit de la noradrénaline. D'accord ? Et donc, différents gènes sont impliqués qui vont créer des enzymes et qui vont créer finalement les différents produits issus de la dopamine. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une influence sur les récepteurs à la dopamine, notamment les récepteurs de type 2. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui est une revue de la littérature de ce qu'on sait sur les récepteurs de type 2 à la dopamine, donc je vous invite à aller la regarder. Vous trouverez ça dans les playlists en tapant sur le moteur de recherche de la chaîne ou le moteur de recherche de YouTube. Et donc finalement, cette étude, qu'est-ce qu'elle va essayer de nous apprendre? Elle va nous apprendre qu'il y a trois polymorphismes, il y a trois gènes différents dont le polymorphisme a effectivement un impact sur le fonctionnement de la dopamine. D'abord, il y a le COMT, qui est la catécholamine-O-méthyltransférase, donc qui est celui-ci, d'accord, qui, lui, a effectivement une influence non négligeable sur le fonctionnement réel de la dopamine dans le cerveau. On considère qu'en fonction des deux variants de gènes, il y en a un qui va être optimum, et puis il y en a un qui est 30% moins efficace que le gène optimum. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien en termes de fonctionnement. Notamment, par exemple, pour le COMT, la variante qui est moins efficace, elle est moins efficace notamment en raison d'une capacité à se conformer correctement dans l'espace en 3 dimensions, altérée en fonction de la température. C'est-à-dire qu'en fonction de la température, cette variante-là va être moins pertinente, moins efficace, elle va moins bien se conformer, donc moins être utile
parce qu'elle est trop sensible à la température, alors que la bonne version entre guillemets du gène, elle, bon, voilà, quelles que soient les conditions, elle est au top, elle est fonctionnelle, etc. Donc c'est intéressant. Ce qu'il faut comprendre dans cette étude, c'est que elle va essayer de faire une revue donc, de la littérature, des études qu'on a, mais des différents types d'études, parce que finalement, on peut faire, ben voilà, variant du COMT, symptômes, bon, c'est un type d'étude, mais aussi on peut s'intéresser un peu plus en détail et se dire, ben voilà, quelle est la production d'ARN messager. Hein. C'est-à-dire que, ok, ma version du gène, c'est peut-être pas la même, mais est-ce que ça a une conséquence concrète sur l'ARN messager? C'est-à-dire ce qui est la lecture du gène, quand on transforme une sorte de en protéine, qu'on appelle l'ARN M, l'ARN messager, est-ce qu'il y a une variation? Est-ce qu'il y a une variation sur la disponibilité et la production de la protéine? Est-ce qu'il y a une variation sur la stabilité de cette protéine? Et c'est pour ça que je vous parle de ça, puisque pour COMT, il y a une différence importante dans la stabilité de cette protéine. Et in fine, est-ce qu'il y a une variation dans l'activité de cette protéine? Eh bien oui, puisqu'il y a une variation dans la stabilité de cette protéine produite avec la version la moins efficace de COMT, eh bien, il y a derrière une activité qui est plus faible. Et donc, on peut tester toutes ces petites étapes. D'accord? Et c'est quand même plus intéressant et plus valide scientifiquement que juste telle version du gène est associée à tel symptôme. Ok, mais telle version du gène, et quelles conséquences ça a concrètement? Faut regarder ensuite en détail, voilà, les choses. Et donc pour COMT, c'est vraiment bien montré. On a tous ces types d'études qui sont favorables, qui ont été démontrées, et donc ce n'est pas juste une association statistique. On a vraiment plus que ça comme information. Deuxième gène, c'est le DBH, dopamine bêta hydroxylase. Donc c'est celui-là qui transforme ensuite en noradrénaline, enfin, dont la protéine produite permet de créer une enzyme qui transforme la dopamine en noradrénaline. Donc pour le DBH, on a un peu moins de types d'études, mais pareil, ça reste quand même très sérieux les résultats qu'on a. On a essentiellement des études d'activité de l'enzyme produite, mais finalement c'est déjà pas mal. Donc le niveau de preuve, il reste aussi très correct pour DBH, dopamine bêta hydroxylase. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Troisième élément retenu dans cette étude, c'est la monoamine oxydase de type A. Alors là, on est ici, voilà. Donc il va créer la dopacée. Monoamine oxydase, donc de la dopamine dopacée. Là, on a un certain nombre d'études aussi, pas énormément. On a une étude de production d'ARN, mais qui n'a pas vraiment montré de grosses différences suite à la version du gène de MOA. Et on a une étude sur l'activité qui, elle, a montré une différence significative. Là, par exemple, finalement, la monoamine oxydase de type A, on a des éléments tout à fait sérieux, mais ce n'est pas celle où on a le plus d'éléments. Si on devait résumer un petit peu l'étude, on pourrait dire que c'est pour COMT, pour la catécholamine méthyltransférase, qu'on a le plus de données scientifiques valides et solides, et d'ailleurs, c'est celle qui a le plus d'impact mesurable sur le fonctionnement dopaminergique du cerveau, puisque l'impact est quand même jusqu'à 30%, donc c'est vraiment pas rien, et puis on comprend quand même vachement bien pour COMT le mécanisme qui amène à ce déficit-là. C'est vrai pour les autres, pour les deux autres que je viens de vous citer, mais c'est quand même moins vrai, d'autres études sont encore nécessaires. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette étude pour faire simple? On retient qu'effectivement, en fonction de la version du gène qu'on a, en l'occurrence pour des gènes impliqués dans le fonctionnement de la dopamine dans le cerveau, eh bien, on n'est pas tous égaux sur le résultat final. Il y a des versions de gènes qui sont plus efficaces que d'autres et qui nous exposent plus ou moins à des risques de troubles psychiques ou neuropsychiques impliqués, où la dopamine est impliquée. Ça, c'est la première chose qu'on retient. Deuxième chose qu'on retient, c'est que c'est pas parce qu'on a un lien statistique entre un polymorphisme génétique, c'est-à-dire une version d'un gène, et un trouble, que ça y est, on peut se reposer sur nos lauriers. Non, il faut essayer de montrer que ça a un impact peut-être sur la production d'ARN messager, que ça a un impact peut-être sur la stabilité de cette protéine créée, que ça a un impact peut-être sur l'activité de cette protéine, et que ça a un impact aussi sur le fonctionnement, et peut-être même sur les récepteurs, par exemple en l'occurrence à la dopamine. Donc vous voyez, il faut faire tout ce travail de fourmi pour pouvoir faire une démonstration propre et nette qui va jusqu'au bout du processus. C'est d'ailleurs à ça qu'on
on reconnaît un article voilà, de très grande envergure quand le lien entre deux choses statistiquement corrélées, il est démontré et on a voilà, non pas juste un lien statistique, mais un lien concret, effectif, dont on sait comment ça marche et pourquoi il y a un impact effectivement qu'on retrouve sur tel ou tel symptôme. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, que ce n'était pas trop théorique. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de vous abonner, de mettre la petite cloche, de partager et de commenter cette vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le référencement de cette chaîne qui, comme elle ne met pas de pub, hein, je refuse de mettre de la pub sur cette chaîne, eh bien, est moins bien référencée, puisque forcément pour Google, c'est moins intéressant de mettre en haut de la liste une vidéo où ils ne vont pas gagner de l'argent avec de la pub que une vidéo où il y a de la pub. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à mieux référencer cette chaîne et abonnez-vous, partagez, likez, etc., etc. À bientôt. Bye.